Arcé est à côté de Niort. Arcé se situe ici. D'accord? Alors, vous remarquez que Arcé fait partie donc du Marais Poitevin. Le Marais Poitevin qui est compris entre Niort, qui est la porte d'entrée orientale de ce marais, qui en forme la pointe, et cela va jusque sur la façade atlantique. Ici, vous avez la baie de l'Aiguillon, La Rochelle. Ici, on est en Vendée. Donc, un total de 110 000 hectares. Deuxième marais de France, après celui de la Camargue. Premier, la façade atlantique. Ces 110 000 hectares sont répartis sur 3 départements. Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée. Essentiellement concentrés en Vendée. Il existe 3 principaux écosystèmes. Ici, avec son maillage, son chevelu hydraulique. C'est le marais mouillé, qu'on appelle communément la Venise verte. Et également, ce secteur est occupé par une végétation importante, de frênes têtards, de peupliers, également parfois l'été sur les canaux, vous avez des lentilles d'eau qui forment comme un grand tapis vert, d'où son pseudonyme de Venise verte. Et toute la partie ici en vert clair, c'est le marais desséché. Donc là on a un marais bocagé, là on a plutôt un paysage ouvert, un open field, plutôt dédié à l'élevage et à la culture intensive, céréales, maïs, blé. Mais également avec un ensemble de maillage et un système d'ouvrage hydraulique permettant de capter les eaux de source qui viennent donc du bassin versant, composé de plaines, de bois, de forêts, soit 610 000 hectares, dont les eaux des rivières et du fleuve, la Sèvre niortaise, viennent alimenter ce grand espace. Également, il y a tout un système de digues, de portes à flot, pour éviter aux marées montantes de venir envahir et gâter donc cet espace cultivé. Et vous avez également ici un marais maritime, marais littoral, essentiellement concentré sur la baie de l'Aiguillon. C'est un lieu d'accueil des oiseaux migrateurs. Voilà, grosso modo, à quoi ressemble le marais Poitevin. Marais mouillé, marais desséché, marais maritime. Arcé. Arcé est à cheval entre 2 espaces naturels. Une plaine céréalière et le marais mouillé. C'est un village maraîcher qui est tourné vers le marais mouillé, puisque jusque dans les années 50 et 60, le marais vivait en autarcie. Et on cultivait en grand sur ce marais le peuplier, la maugette, principale ressource agricole du marais, jusque dans les années 60. À partir des années 60, l'agriculture va laisser place progressivement au tourisme. Il fallait 6 heures pour aller au marché de Maran, comme il fallait 6 heures pour aller au marché de Niort, depuis Arcé. La barque, la plate, embarcation à fond plat, était pour le maraîchin jusque dans les années 50-60 le seul moyen de locomotion dans le marais Poitevin. Puisque dans les années 60, on va construire progressivement des routes, des ponts. On va connecter un peu plus le marais Poitevin avec l'extérieur. Donc avant, on vivait quasiment en autarcie et on se transportait en barque. La barque servait à transporter les hommes qui allaient chasser, pêcher, qui allaient également au pré pour mettre au pré les vaches, les chevaux, également transporter le foin. On tractait les troncs de peupliers. Je vous en parlais tout à l'heure en évoquant notamment cette grue de déchargement. On prenait la barque pour aller à l'église, pour aller au mariage, pour aller au baptême, pour aller aux enterrements. C'est comme Venise en fait. Voilà, exactement. Donc vous voyez là où je veux en venir. Hein, voilà. Donc la conche. Ensuite, vous avez donc de l'autre côté de la conche, derrière ce grand feuillu,
cette grande végétation, le marais mouillé, qui est véritablement l'espace vivrier, rural et agricole du marais poitevin et donc du village d'Arcé. Sur le coteau calcaire, vous avez un logis, la grande maison, qu'on appelle communément le château. On pense qu'il a servi sous Napoléon Ier. Ce logis, comme vous le remarquez, est posé sur une grande terrasse. Cette terrasse est percée de plusieurs arcades, en l'occurrence 11. Ce sont donc d'anciens magasins qui étaient loués aux maraîchers, éleveurs et agriculteurs qui y entreposaient leurs produits, vin, blé, poisson, mais également leur matériel de batterie. Aujourd'hui, c'est plus ou moins la même vocation, sauf qu'il ne s'agit plus de batteries liées à l'agriculture, mais de batteries liées au tourisme, puisque ces locaux servent de lieu de stockage pour les barques des embarcations. À l'origine, ce bois d'œuvre servait à confectionner de l'emballage léger, cagettes, également boîtes de fromage, puisque au Xe siècle, également vont naître en Deux-Sèvres des coopératives laitières, beurrières et fromagères. Lait de vache, lait de chèvre. Comme disait Napoléon Ier, mieux vaut un dessin qu'un long discours. Ici, nous sommes dans un village-rue. Un village-rue, en fait, c'est un village d'exploitation agricole bâti de manière linéaire entre la rue et la conche, entre la plaine et le marais mouillé. Le bâti maraîcher est posé sur une terre argileuse et tourbeuse et le socle rocheux se trouve à plusieurs mètres en profondeur. Donc, généralement, ce moellon était recouvert d'un crépi. Et donc là, les pierres sont livrées aux intempéries, soleil, vent, etc. La charpente, ensuite, est composée du fameux bois d'œuvre, le peuplier, cultivé en grand dans le marais mouillé. La couverture, ce sont des tuiles de bris marin. C'est une argile bleuâtre à l'état naturel qui était excavée dans le marais mouillé, puis cuite dans les tuileries, les briqueteries. Et cette matière première servait donc à confectionner donc, des tuiles, mais également des briques, mais également des carreaux en terre cuite pour le pavage des espaces intérieurs. Le coteau, ici la rue, ici le bâti, ici la conche, ici le marais mouillé. Comme je vous l'ai dit, l'architecture est accrochée au flanc de coteau. Cette première partie, côté rue, est la maison d'habitation. Elle n'occupe que un tiers de l'ensemble bâti, car le plus important, ce n'est pas le confort, c'est l'exploitation agricole du marais mouillé. Donc les 2 tiers, ce sont des bâtiments agricoles. Vous avez donc dans la partie centrale, au rez-de-chaussée, une écurie, une étable, qui pouvait accueillir 2 à 3 vaches laitières pour l'alimentation de la famille. Également, on entreposait dans ce rez-de-chaussée ce qu'on appelle localement en Poitevin-Saint-Angers, en parlange, la drigaille. Oui, la drigaille, c'est-à-dire les outils qu'on posait contre le mur et qui étaient disponibles dès qu'on en avait besoin. La drigaille. À l'étage, vous avez un grand volume avec de grands espaces ouverts. Donc un volume ventilé pour entreposer le foin, également la mogette, qui continuait à sécher. Et cette autre partie est un hangar qu'on appelle localement le balet, B-A-L-E-T. Un grand volume qui se caractérise ici par un bardage de bois de peuplier qui était disposé verticalement et qui permettait donc de protéger le matériel qui était entreposé à l'intérieur, généralement la barque. Puisque la barque, comme je vous l'ai dit, un maraîcher sans barque, c'est un maraîcher qui se meurt. Chaque maraîcher avait son petit port privé qu'on appelle la cale, en opposition au grand port,
qu'on trouvait à chaque bout du village le grand port, qui était un port communal, là où se déroulait le négoce, le transit des denrées et marchandises. Voilà comment fonctionne grosso modo un ancien village-rue, village agricole maraîcher. La mogette a été introduite en Poitou-Charentes-Vendée à la fin du XVIIe siècle. La mogette donc de la Venise verte, la mogette maraîchine, va naître au moment où on va assainir, cultiver, packager, drainer le marais mouillé. Et la mogette maraîchine va connaître ses années de gloire dans les années 1950. Par exemple, on exportait à cette époque-là, par jour, 100 tonnes. Donc la mogette. La mogette est un haricot blanc sec ou demi-sec que l'on sème au mois de mai sur les mottes qui, pendant tout l'hiver, ont été inondées par ce qu'on appelle localement l'évaille. Alors, c'est pas... d'ailleurs, je ne devrais pas dire inondation, je devrais dire crue, pour être dans l'esprit des crues du Nil, des crues bienfaitrices. Il est important que le marais mouillé soit inondé l'hiver, puisque ces eaux apportent des alluvions qui nourrissent la terre. Il faut savoir que cette presqu'île, parce que c'est une presqu'île, a connu différentes implantations. La présence humaine est attestée dès le néolithique, fin de la préhistoire. Puis, un village gallo-romain s'est constitué, une villa agricole, qui appartenait à un certain Archius, qui a donné son nom à Arcée. Puis c'est devenu un village fortifié, puisque au Moyen-Âge, à partir du XIIIe siècle, il y avait un château seigneurial qui se trouvait donc derrière l'actuelle église, à proximité immédiate de la Sèvre-Niortaise, sur une hauteur. De ce château, il n'en reste quasiment rien aujourd'hui, puisque au Xe siècle, il est complètement démantelé. Il reste, dit-on, une cheminée et un pan de mur. Il a été démantelé parce que, à partir du milieu du Xe siècle, ce secteur va subir une mutation. Je m'explique. Bon, le château seigneurial, au Xe siècle, démantelé. La première église d'Arcée n'était pas celle-ci, et n'était pas à cet emplacement. Elle se situait au sud de la commune, à la périphérie du village, au lieu dit la butte de la vieille église. Il faut attendre le XVIIe siècle. En l'occurrence, la famille Goulard, qui était donc les seigneurs d'Arcée. Les Goulard vont offrir au village, aux habitants, cet espace, situé à proximité donc du château. Pour construire ici la seconde église. Et pourquoi cette seconde église n'est plus à sa place? Pourquoi est-elle là maintenant? Parce que en 1866, on la démantèle et on la reconstruit ici. Et ici, donc, nous avons une église paroissiale de style néo-gothique. Elle a subi un retournement. Parce que, en subissant ce retournement, en démantelant également le château, on crée de l'espace, puisqu'on en profite aussi pour désaffecter le cimetière. Donc là, on va gagner de l'espace pour y implanter la place du village, puisque autour de cette place vont se développer des petits commerces liés à l'artisanat d'art, un bureau de poste. Ici, avant que ce soit l'office de tourisme, c'était une boulangerie. Il deviendra en 1932 un théâtre puis un cinéma, et à partir de 1992 l'office de tourisme. Car en 1992, François Mitterrand, président de la République, est venu à Arcée pour lancer les grands travaux du président de la République, qui a consisté à restaurer sur de nombreuses années le chevelu hydraulique du marais de Sévrien, et également le patrimoine bâti, le grand comme le petit, c'est-à-dire les villages-rues, les fontaines, les lavoirs, etc., etc. Attention à toi. Vigilance. Attention. Hein. Ouais, c'est bien.
Voilà. Attention à toi. C'est à mettre en relation avec les sapeurs-pompiers. Parce que les tuyaux, avant d'être en plastique, étaient en cuir bouilli pour les faire sécher. Il ne fallait pas les enrouler, il fallait justement les dérouler. Et d'accord, Voilà, on les pour que l'eau passait. coule bien. Tout à fait. Et là, flanc nord, donc pas exposé directement au soleil non plus. Donc en Vendée, dans le Poitou-Charentes, vous avez le Trémulassier Poids de Vin. Donc c'est un cheval que tout le monde trouve très joli, hein, parce qu'il a beaucoup de fanons, beaucoup de poils aux pattes, et il est très grand. C'est un cheval qui servait surtout à faire de la production de mule, la mule Poitevine. Donc la mule Poitevine, c'est le croisement entre la Trémulassière Poitevine et le Baudet du Poitou. Après, vous avez le Trait Boulonnais, donc la région de Boulogne-sur-Mer, Calais. Donc là-bas, il y en a deux. Donc que ça soit le trait auxois, le trait ardennais ou le trait du Nord, ces trois races-là, quand vous allez les regarder en face, vous avez l'impression qu'elles sont pareilles. Même moi, le premier, on a l'habitude de nos chevaux, hein, on a ces trois races-là, on a du mal à les différencier. Pourquoi? Parce que c'est des chevaux qui sont de l'Est de la France et c'est des croisements qui ont été faits avec du Brabançon qu'un cheval belge. Si vous êtes au galop avec un collier, le collier va bouger sans arrêt. Donc vous risquez d'esquinter le cheval. Tandis qu'à la bricole, ça passe devant, il n'y a pas de risque. Mais attention, on va encore toucher. Alors voilà, je descends jusque dans le fond. Je transperce la couche de vase qui est assez importante. Vous avez le gaz qui remonte. Et ce gaz, c'est du gaz inflammable. C'est du CH4, c'est du méthane. Et quand on lui présente une flamme de briquet, ce qu'il y a, c'est du... Regardez bien. Tu vas être rasé. Attention. Donc cette rigole, elle s'appelle la rigole de la Garette. Donc c'est qu'en fait, elle va justement jusqu'au village de la Garette. On a encore des canards derrière nous. Hein. Cette sèvre niortaise, elle va venir se vider dans l'océan à la baie de l'Aiguille. Hein. Et donc ces arbres, leur particularité, c'est quand ils vont vieillir, ils vont se creuser tout seuls de l'intérieur. Donc on peut le voir sur le prochain aussi là-bas, et vous voyez, il est creux de l'intérieur. Et donc ici, le frêne, dans le marais, on l'utilise comme bois de chauffage. Donc on va couper toujours au même niveau. En fait, à la tête, on dit, c'est pour ça en fait on les appelle les frênes têtards, parce qu'à force de les couper toujours au même endroit, leur tête va grossir petit à petit, c'est souvent le cas partout. Et donc on les coupe à peu près à 2 mètres de hauteur, comme ça c'est pas trop compliqué pour les bûcherons, et on les couper plus haut, comme ça les vaches ne pouvaient pas atteindre les jeunes pousses. Donc maintenant, vous voyez, là, on met plus de vaches sur les parcelles à droite et à gauche, là. Donc les terrains retombent un peu à l'abandon. La plupart des terrains ici sont abandonnés. Voilà, oui. Ici, on a aussi un peu d'aulne. Mais l'aulne, justement, il est plus efficace que le frêne, parce qu'il maintient mieux la berge avec ses racines. Mais on l'en met moins que le frêne parce qu'il ne nous sert pas comme bois de chauffage ici. Le frêne était plus rentable. Et là, les petits insectes qui se déplacent sur l'eau, qui font des petites ondes quand ils se déplacent, ce sont des gérisses.
vraiment dans une vraie petite conche typique. Ici on voit pas mal de frênes sur les bords. On en voit plus facilement. Donc ici le frêne tétard, dans le marais on dit que c'est la première ligne d'arbres. Donc c'est que normalement derrière les frênes tétards, on a donc la deuxième ligne d'arbres et eux ce sont normalement les peupliers. Donc ici sur la droite on les voit qui sont derrière là. Ceux-là sont assez jeunes. Donc les peupliers on va jamais les mettre en première ligne parce qu'ils c'est dangereux en fait de les mettre au bord de la berge. Parce que leur problème c'est qu'ils ont des grandes racines mais qui ne vont pas en profondeur. Leurs racines vont rester à la surface de la terre. Et donc vu que c'est des arbres qui peuvent faire environ 35 mètres de haut, ils prennent facilement le vent et dès qu'il y a des tempêtes, c'est les premiers qui tombent. Et donc si ça vient à tomber un peuplier, ça va vraiment arracher toute la berge. Parce que leurs racines sont très étendues et ça nous arrache vraiment toutes les berges. Donc des fois ça arrive que certains peupliers tombent. Bon après on peut pas faire grand chose. Hein. Des fois c'était possible qu'il y avait 50 cm d'eau sur les parcelles. Ça pouvait arriver. Maintenant on a quand même toujours plus d'eau l'hiver bien sûr, mais les grosses inondations, il n'y en a plus du tout maintenant. Donc le peuplier, lui, il peut boire par jour environ 200 litres d'eau. C'est pour ça qu'on fait attention quand même au nombre de peupliers qu'on met sur les parcelles, parce que sinon ça peut les assécher totalement. Donc vous voyez ici on a donc mis des ponts pour faire passer les engins agricoles et les vaches. Comme ça il n'y a plus besoin d'emprunter les barques. Donc avec ce pont là, ça va, il n'y a pas énormément de problèmes, mais il y a des endroits où ils ont fait des ponts au niveau de l'eau et les barques ne peuvent plus passer dessous et après vu que plus personne passe, plus personne a besoin d'entretenir la voie d'eau. Et c'est souvent comme ça qu'après ça se bouche. Et après on perd énormément de voies d'eau à cause de ça. Il y a des endroits c'est pire, ce qu'ils font c'est qu'au lieu de faire un pont, ils bouchent carrément avec de la terre pour faire un tas de terre pour passer directement dessus. Hein. Et ici avant en fait ce qui entretenait les terrains c'était essentiellement les vaches. Parce que les vaches mangeaient vraiment tout. Non. Quand on est du côté de la Garette et tout ça, là on voit des vaches. Oui, il y a plus de vaches. Mais là sur cette parcelle il doit y en avoir vu qu'il y a les bottes de foin des endroits. Mais il y a plus de vaches sur la Garette. C'est vrai, c'est pas du tout la même chose. Derrière, il y a des petites. Donc ici dans le marais on a aussi une autre plante, un autre chardon qu'on va appeler selon certains endroits la cardère, ou aussi ça s'appelle le cabaret aux oiseaux, donc on va en voir un peu plus loin de ce chardon. Elles sont géantes là. Hein. Oui, elles sont vraiment très grandes celles-là. C'est incroyable. Donc en fait une fois après ça va faire des gros chardons pareil. Et dans le temps, on utilisait cette plante pour carder la laine des moutons. Ah, d'accord. Attention. Messieurs, dames, bonjour. Voilà, ça va Robert? Bon, ça rame toujours un peu. Là où l'endroit, les feuilles commencent, ça fait comme un récipient. Et quand il pleut, l'eau va s'accumuler dedans. Et donc les oiseaux après peuvent venir boire. Donc c'est pour ça que cette plante a aussi le nom de cabaret aux oiseaux. Parce qu'il n'y en a pas que dans le marais de cette plante, il y en a aussi des fois sur les plaines, des plaines assez sèches. Et du coup quand il se met à pleuvoir, les oiseaux ont leur petit réservoir pour y boire. Alors c'est la vache qui va principalement entretenir les terrains ici. Donc elle va vraiment manger toutes les sortes de plantes qu'il y a, elle va même manger les orties la vache. Enfin, elle n'est pas folle, elle va d'abord manger ce qu'elle préfère et finir ensuite les orties. Et il y a une plante qu'elle ne mangera pas, c'est justement la cardère. Ce grand chardon, elle ne mangera pas la cardère. Il y a un seul animal qui mange la cardère dans le marais poitevin et c'est le baudet du Poitou. Maintenant, on en voit assez rarement
brevet du poids de l'eau dans le marais. La France. Mais normalement, il faut imaginer qu'il y avait ces lignes de frein tétard à droite comme à gauche. On avait vraiment tout le long. Et maintenant, il y a beaucoup d'endroits où il y a des trous parce qu'il y en a énormément qui se sont cassés la figure. Donc aussi dans le marais, donc il y a des vaches, mais ici on a une vache typique du marais, qui est la maraîchine. Donc sur le marais à Coulon et à La Garette, on en voit, il y en a assez souvent justement là-bas. Il y en a ici aussi, mais c'est pas sur ce parcours-là. Et là on est dans un côté un peu plus sauvage, mais l'autre partie est un peu plus entretenue. Donc ça devait être une parcelle où il n'y avait que du frêne. Donc c'est pour ça qu'on se permettait de les couper vraiment très bas, puisque personne ne venait manger les jeunes pousses. Donc cette parcelle devait sûrement servir qu'à faire du bois de chauffage tout le temps. La première fois qu'on est venu dessus, on venait de la conche d'en face justement. Souvent la libellule est bien plus grosse. La demoiselle est toujours assez fine, très petite. Dans ces marécages, on vivait juste un peu de chasse et de pêche. Donc c'est ensuite parce qu'avant les marécages appartenaient à des seigneurs. Et ces seigneurs ont légué ces terrains, ces marécages, les moines bénédictins. Ce sont les moines des abbayes de Maillezais par exemple, ou de Nieul-sur-l'Auclise. Bien sûr, ce ne sont pas vraiment eux qui ont creusé, ce sont principalement les bagnards, par exemple ceux de l'île de Ré. Donc ils ont creusé tous ces canaux. Puis après que les moines soient passés, il y a eu les guerres de 100 ans. Donc le marais a été un peu abandonné et c'est qu'ensuite il y a Henri IV qui est venu dans cette région, il en est tombé amoureux et il a décidé lui de reprendre les travaux des moines et de refaire le marais. Donc pour ça il a fait appel à ses amis protestants. Et donc il y a un certain dénommé Humphrey Bradley, un ingénieur hollandais qui a supervisé tous les travaux des traçages des canaux. C'est pour ça qu'après du côté Marais Poitevin Vendée, il y a un endroit, il dit que c'est la ceinture des Hollandais. Donc après, il y a une dernière personne qui a voulu faire quelque chose dans le marais, c'est Napoléon Ier. Lui, il voulait développer le commerce sur la Sèvre niortaise. Donc il a fait faire un décret en fait pour que des bateaux puissent passer sur la Sèvre, mais donc il fallait que les canaux la Sèvre soit assez large à tous les endroits. Donc c'était pas le cas, donc ils ont dû recreuser des canaux bien plus larges pour faire passer la Sèvre à des endroits nouveaux. C'est pour ça que par exemple justement sur le marais de Coulon, il y a une petite conche qui s'appelle la Vieille Sèvre. Tout le long de la conche, sur la gauche, on va voir des maisons. Juste en bas de ces maisons, il y a le halage. Donc ici, sur cette conche, il y avait dans le temps énormément d'activités, il y avait beaucoup de commerce. Donc avec cet arbre ici, on fabriquait des nasses, enfin des cages pour attraper des anguilles. Donc on en verra un peu plus loin une fois arrivé sur le port d'Arcet. Et juste après, à côté du petit ponton en bois, on a un début de plante là, au bout de ma rame, là, ça c'est de l'angélique. C'est juste un pied d'angélique, ça c'est un piège à ragondin. Ouais. Donc ici dans le marais, on avait vraiment tout type de taille de barque. Donc là sur notre droite, c'est la plus petite barque qu'il y avait dans le marais. Celle qui va arriver là devant nous. Pour les amoureux. Celle-là, c'est une barque c'est une 13 pieds. Ils allaient sur les parcelles avec cette barque et le chasseur était allongé dedans. Maintenant, nous aujourd'hui, là, on est en train de naviguer sur une barque en fibre. Donc
ça c'est vraiment les dernières barques qui existent. Donc là par exemple, sur notre gauche on a une barque en bois. Donc là on ne voit pas le bois directement en fait, c'est qu'il a été recouvert, on remettait du goudron par-dessus pour la protéger. Après les barques en bois, on a eu les barques en fer, les barques en tôle. Les barques en bois, ça demandait beaucoup d'entretien. Alors que maintenant, nous, les barques en fibre, il y a juste besoin de passer un coup de balai ou d'éponger un peu. Donc celui-là, c'est pareil, il boit énormément d'eau. Donc c'est pour ça qu'il va toujours être au bord de l'eau souvent. Donc à l'origine, les barques ressemblaient à peu près toutes à celles de gauche. Vous voyez, il n'y avait pas de banc pour s'asseoir. Alors en fait, les anguilles elles naissent dans la mer des Sargasses. Donc les bébés des anguilles, c'est ce qu'on appelle les civelles. Ouais. Donc ces civelles, après, vont se laisser emporter par les courants chauds de l'Atlantique pour pouvoir remonter ensuite jusqu'à la baie de l'Aiguillon. Et là, sur notre gauche, nous avons la barque en béton. Ah voilà, c'est la barque en béton. Donc ça, c'est vraiment la barque typique. Hein. Ça, c'est la taille la plus utilisée, c'est 16 pieds. Et donc cette anguille, donc une fois qu'elle se retrouve dans la baie de l'Aiguillon, elle va grandir un petit peu, elle va se nourrir un petit peu dans cette baie de l'Aiguillon. Et ensuite elle va remonter donc la Sèvre niortaise pour venir dans le marais passer l'âge adulte. Et une fois qu'elle aura atteint sa majorité sexuelle, elle va redescendre la Sèvre niortaise pour retourner dans la mer des Sargasses et ensuite pouvoir faire des petits. Et après, on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent. On pense qu'elles meurent ensuite à la mer des Sargasses. Elles ne font pas de demi-tour, elles ne font qu'un voyage durant toute leur vie. Elles ne peuvent pas se reproduire en élevage, c'est impossible. Et pourtant, dans un aquarium, apparemment, ça pourrait vivre plus de 80 ans comme ça, une anguille. Mais c'est vraiment mystérieux. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre de l'anguille. C'est assez rigolo que la poule d'eau vienne s'installer ici quand même, parce que c'est un animal assez peureux. Souvent ils sont plutôt dans les berges, sur le bord. Donc voilà, petit à petit on arrive près du port d'Arcet. Et ça c'est le parc de la Grande Maison. Voilà, ça c'est le parc du château sur notre gauche. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette balade vous aura plu.